Les manuscrits de Voltaire présentent un très grand paradoxe. Et voilà Voltaire en train de réfléchir à ce paradoxe avec quelques manuscrits. Est-ce que je pense que c'est mieux si je me mets debout? Voltaire est graphomane, il a écrit énormément, comme vous le savez, de 120 volumes dans les œuvres complètes. Et par rapport à l'énormité de ses écrits, il a laissé relativement peu de manuscrits, relativement à tout ce qu'il a écrit. Donc on peut faire quelques études génétiques, comme Nathalie vient de le dire, par exemple dans le cas de Candide, mais c'est relativement peu par rapport à tout ce qu'il a écrit. Par contre, pour la correspondance, nous avons des masses et des masses de manuscrits. C'est vraiment un paradoxe qu'il a une pléthore de manuscrits pour la correspondance et relativement peu pour le reste. Deuxième paradoxe, on traite dans les deux cas les manuscrits d'une façon différente. C'est-à-dire que quand nous avons un manuscrit pour Mahomet ou pour Candide, on fait bien sûr l'étude classique génétique comme on peut. Mais dans le cas de la correspondance, on ne s'est pas tellement posé la question de la genèse des lettres. Et donc, ce que j'aimerais proposer ce soir, c'est qu'on devrait en fait faire plus d'attention aux manuscrits des lettres. Donc, je commence avec un sujet qui semble un non-sujet, l'étude génétique de la correspondance, mais j'essaie de vous montrer que en fait, l'étude de l'objet matériel est très importante aussi pour comprendre la correspondance. C'est évident que la correspondance de Voltaire est un monument qui impressionne. Christiane Mervaux a beaucoup écrit là-dessus et parle là-dessus beaucoup mieux que moi. Les lettres de Voltaire sont très nombreuses et elles posent aux critiques un grand défi. Un grand défi, mais je dirais aussi un grand piège. Je vais quand même enlever ma montre pour ne pas trop dépasser. Nous avons tous, et je suis moi-même coupable, on a tous tendance à lire les lettres comme de façon instrumentale pour comprendre la vie de l'auteur. Ça s'est fait de son vivant, ça s'est fait dans l'édition Kehl tout de suite après la mort de Voltaire, et ça se fait toujours maintenant. Si vous prenez le choix de lettres dans le livre de poche, l'éditrice qui présente le volume dit « j'ai fait un choix de lettres pour montrer la vie de l'auteur ». Donc on choisit, en plus bien sûr le problème est difficile parce que Voltaire écrit si bien, les lettres sont tellement délicieuses, comment résister à la tentation de prendre le plaisir du texte et de s'en servir pour expliquer la vie de Voltaire. Et quand on fait ça, il y a toujours le risque qu'on tombe dans le piège tendu par Voltaire lui-même, évidemment. Et c'est pourquoi j'aimerais souligner cette approche plus matérielle des lettres, pour essayer de voir un peu les pièges laissés par Voltaire. Évidemment, je vais être obligé de parler de l'édition de la correspondance qui est magnifique, qui est celle de Theodore Besterman. Il a édité ça 2 fois de son vivant. C'est la 2e édition qui est intégrée en une 50aine de volumes intégrés dans les œuvres complètes de Voltaire. Frédéric Deloffre en a tiré une version pour la Pléiade, une version qui contient les lettres de Voltaire, mais non pas les lettres adressées à Voltaire. Il est évident que le travail de Besterman est magnifique. Sans Besterman, on n'aurait pas pu même commencer les études sur la correspondance. Mais je pense qu'on pourrait, grâce à lui, faire mieux. C'est-à-dire que, alors, je vais proposer des idées ce soir, avec vous, on pose des questions, pour voir dans quelle mesure on pourrait réinventer l'édition de la correspondance. Et inutile de vous dire, ce n'est pas une critique de Besterman, bien sûr que non. Il a fait un travail absolument gigantesque, mais grâce à lui, je pense qu'on peut imaginer même de faire mieux. Comme je vais voir comment ça marche. Voilà. Alors, comme je suis en France, j'ai fait un plan en 3 parties. Vous voyez l'effort que j'ai fait. Et ça vous permet de mesurer le temps qui vous sépare de l'apéritif qui va suivre après. Voilà. Alors, je commence avec dans un sens, je commence avec la partie qui semble la moins génétique, l'objet lettre. C'est-à-dire, dans beaucoup de cas, nous avons un manuscrit autographe sans aucune autre copie. Donc, quelle forme de genèse est possible? Enfin, très peu.
il y a plusieurs choses. On peut imaginer bien sûr des brouillons de lettres, et ça existe quelquefois. Je ne vais pas en parler ce soir parce que ce n'est pas absolument au centre de mon sujet. Je ne pense pas qu'il y en a tant que ça, mais ça existe parfois. Il y a aussi bien sûr des lettres où on trouve les autocorrections de Voltaire, c'est-à-dire qu'il envoie l'objet par la poste avec des corrections, et on verra quelques exemples plus tard. Mais ce n'est peut-être pas l'aspect le plus intéressant de la question. Donc, je vais commencer avec des exemples dans un sens très simple, je passerai assez rapidement là-dessus, des exemples de lettres autographes où il n'y a pas de copie, où dans un sens, une étude génétique n'est pas possible, mais je pense quand même qu'il est toujours intéressant de voir l'objet matériel. On apprend toujours des choses en voyant l'objet, et je pense que l'effet de lire une lettre sur l'objet matériel n'est pas du tout la même chose que de lire une lettre dans une édition. Quelque chose de très simple. Pour commencer, pour vous montrer les lettres, j'ai simplement pris des clichés de la version de Westermann qui est numérique, vous trouvez ça en ligne sous Electronic Enlightenment. Donc, j'ai fait ça par commodité. C'est une lettre à Marmontel qui date de 1749. Voltaire félicite Marmontel sur sa deuxième pièce, Aristomène, et pour flatter Marmontel, il dit « J'espère bientôt vous avoir comme collègue à l'Académie française ». Bon, c'est une lettre parfaitement simple, on connaît une version seulement. Westermann connaît l'édition de Kehl, l'édition de la fin du XVIIIe siècle, mais il ne connaît pas le manuscrit. Mais depuis, on a trouvé le manuscrit autographe. C'est dans la main de Voltaire, ça tient sur une page. Vous voyez, il signe V à la fin, comme il signe à ses amis, et il met mercredi au soir à la fin. L'édition de Westermann est parfaitement fidèle, mais vous voyez, il a quand même des détails si intéressants. Le V disparaît dans l'édition. Voltaire a quand même signé la lettre avec un V, comme il signe à ses amis, et le V a disparu dans l'édition de Kehl. C'est quand même important comme détail, parce que pour celui qui voudrait faire un article sur les signatures, et c'est un très beau sujet, on ne peut pas toujours se fier à l'édition. Autre chose, c'est minuscule, mais ce n'est pas sans intérêt. Voltaire, souvent, en écrivant à des amis, met mercredi au soir à la fin, il met la date à la fin. Et que fait Kehl pour mettre les choses bien en forme, ils mettent la date en haut. Et ça j'ai découvert qu'ils font ça systématiquement. Il y a une lettre que vous trouverez, je n'ai pas une image pour vous, une lettre qui est signée par Voltaire, Voltaire V. C'est-à-dire une lettre qui porte deux signatures, ce qui n'a pas de sens. Quand vous voyez le manuscrit, Voltaire a écrit Voltaire, il a signé Voltaire, il a ajouté la date, et puis à la fin, peut-être par réflexe, il a ajouté un V. Mais le Voltaire et le V sont séparés par la date. Dans l'édition de Kehl, il replace la date en haut, résultat, deux signatures qui n'ont plus de sens. Donc, il est toujours intéressant de revenir au manuscrit pour comprendre des choses qui, sinon, n'ont pas beaucoup de sens. Et puis, petit détail, mais comme nous avons cette feuille, c'est une lettre classique où il y a une feuille qui a été pliée pour être envoyée par la poste. Nous avons le recto, mais c'est toujours intéressant de voir le verso. Et voilà, et ça c'est le détail qui manque dans l'édition Westermann. Monsieur Marmontel, rue des Fossés, et avec le détail un peu folklorique, il habite chez Nivois Perruquier. Voilà Marmontel qui habite chez le perruquier. C'est comme un détail qui me plaît beaucoup. Savoir où habitait Marmontel à l'époque n'est pas tout à fait sans intérêt. Non, c'est pas moi. Un autre exemple qui semble très bref. Alors là, vous tombez là-dessus dans l'édition Westermann, et franchement, on ne sait presque pas quoi en faire. Sans doute, madame, ne suis-je pas toujours à vos ordres. Il écrit à madame Galatin, qui est sa voisine au château de Ferney, une femme qu'il invite très souvent à venir au théâtre au château de Ferney. Son petit-fils est devenu un grand homme politique aux États-Unis par la suite. Ça, là, sans signature, si, c'est signé V, mais c'est très informel. C'est presque dans le temps de quelque chose qu'on écrit aujourd'hui, ça serait presque un email, une bribe de phrase. Bon, voilà ce que vous trouvez dans Westermann, mais c'est beaucoup plus intéressant quand vous voyez l'objet originel. Bien sûr, ça c'est la main de Voltaire avec ce D qui est très typique.
il y a un sens de l'impromptu qui est beaucoup... Mais est-ce que vous avez deviné ce que c'est comme format? C'est une carte à jouer. Il écrit ce billet, cet email, ce billet à sa voisine sur le 3 de carreau. Oui, le 3 de carreau. Il y a toute une étude à faire d'ailleurs sur Voltaire et les cartes à jouer, parce qu'il y a un autre fond qui a récemment été découvert. Et c'est très intéressant de voir Voltaire utilise les cartes à jouer pour envoyer comme des emails, pour envoyer des petits messages, des bribes de messages, où on a dispensé des formalités d'une belle lettre bien dans les formes. C'est très intéressant comme exemple. Alors, là encore, l'édition de la lettre est parfaitement fidèle dans Westermann, mais quand on voit l'objet matériel, l'impression est tout à fait différente, il me semble. Alors, on distingue bien sûr toujours, comme dans tous les catalogues de vente, la lettre autographe. On vient de voir 2 exemples autographes, et la lettre dictée au secrétaire et signée par Voltaire. Alors, plus il vieillit, plus il envoie des lettres, plus il est riche, plus il a les moyens de se payer un secrétaire. Donc, la plupart des lettres sont bien sûr... ça, ce serait une lettre typique de 1770. Ça, c'est très clairement écrit dans la main de Vanière, qui est le secrétaire vaudois. Et vous voyez, il signe Voltaire à la fin. Donc là, vous avez 2... Je sais que Genesis va bientôt sortir un volume sur des manuscrits à 2 mains. Il vient de sortir, ou c'est la prochaine? Il va sortir très prochainement. Et c'est un sujet qui est richissime pour les lettres de Voltaire, où on va voir plusieurs exemples, où il y a le jeu entre 2 mains sur la même lettre, parfois 3 mains même. Et là, quand Voltaire signe Voltaire, c'est plutôt formel, quelqu'un qui ne connaît pas très bien. Dans ce cas, c'est une lettre à M. Guillaumet, c'est une lettre formelle, donc il signe avec tout son nom. Et là encore, c'est une lettre où nous avons le recto verso, voilà l'adresse de la lettre. Autre exemple, quand il écrit, là c'est toujours Vanière, vous voyez, mais là c'est à Marmontel, encore une fois, et en écrivant à Marmontel, je vais vous montrer, il signe avec un simple V, vous voyez, il a juste le V. Tout le reste est de Vanière, y compris la valédiction. Donc il a dicté, je vous embrasse bien tendrement, le vieux malade de Ferney. Vous savez, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais Voltaire est le spécialiste de ces valédictions. Il se réinvente, n'est-ce pas, en perpétuité. Alors, y compris le vieux malade de Ferney a été dicté à Vanière. Et tout ce que Voltaire ajoute, c'est le simple V, mais ça suffit pour mettre sa marque, sa patte sur la lettre. Autre chose, encore une fois, dans Westermann, vous n'avez pas droit au verso qui est l'adresse. Alors, ce qu'on trouve, c'est que Marmontel a beaucoup changé d'adresse dans sa vie. Alors ici, M. de Marmontel, historiographe de France, c'est-à-dire successeur de Voltaire lui-même, c'est peut-être pas un détail inintéressant. Alors, il habite dans l'impasse des pères de l'Oratoire à Paris. Alors, vous savez que Voltaire avait une sorte de lubie, il détestait le mot cul-de-sac parce qu'il trouvait le cul-de-sac était un mot vulgaire. Il proposait qu'on devrait dire impasse au lieu de cul-de-sac. Les Anglais d'ailleurs disent toujours cul-de-sac. Alors à ce moment, Marmontel habite dans un cul-de-sac, il habite dans une impasse. En arrière, voilà. Alors vous voyez que dans la lettre, c'est bizarre, Voltaire dicte la lettre à Vanière. Mais il connaît quelque part, il connaît l'adresse de Marmontel parce qu'il écrit là. Il parle de la tragédie de sophonisme, de choses littéraires, et puis il dit « Je vous remercie de demeurer dans une impasse ». C'est-à-dire que dans la lettre même, il fait un clin d'œil à l'adresse de Marmontel. Alors, c'est très intéressant qu'il doit avoir devant lui la lettre à laquelle il répond. Mais là, il me semble qu'il y a une liaison avec le recto et verso qui est très intéressant. On ne savoure pas entièrement cette lettre quand on n'a pas le détail de l'adresse qui manque dans l'édition Westermann. 2 remarques très rapides sur l'édition Westermann. D'abord, souvent, il ne donne pas l'adresse du correspondant, et je trouve que c'est important. J'ai trouvé des exemples amusants, mais ça peut être très intéressant de savoir où habite un correspondant à un certain moment. Je pense que je sais la raison d'ailleurs. Bon, systématiquement, il donne très très peu les adresses,
Mais j'ai compris en faisant des recherches à New York nous sommes dans les années 50, il a travaillé à partir de photocopies très primitives et j'ai l'impression que parfois on ne lui envoie que le recto. Quand c'était une lettre recto-verso, avec la lettre sur le recto et l'adresse sur le verso, systématiquement, j'ai regardé les lettres dans les fonds de The New York Public Library et chaque fois que c'est une lettre recto-verso, l'adresse manque quand c'est sur le verso d'une feuille. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas envoyé la photocopie. Mais par ailleurs, même quand il a accès à un manuscrit, il ne donne pas l'adresse. Deuxièmement, Westermann est maniaque pour dire qu'une lettre est signée avec l'initiale, le nom plein, mais il ne donne pas, il n'identifie pas le nom du secrétaire. Et ça peut être très important de savoir si c'est Vanière ou non, par exemple. Parce que je pense que la main de Vanière, qui a été son secrétaire pendant une vingtaine d'années, les correspondants fidèles de Voltaire connaissent très très bien la main de Vanière, c'est presque Voltaire. Et s'ils ont reçu une lettre qui n'est pas de Vanière, ça change un peu la façon dont ils réagissent au manuscrit. Et je pense qu'on ne peut pas toujours identifier la main, mais on connaît quand même les 3 ou 4 secrétaires, on connaît Coligny, on connaît plusieurs. Et je pense que c'est une lacune dans Westermann de ne pas donner le nom du secrétaire quand on peut l'identifier. Il y a une très belle lettre, mais je n'ai pas pu trouver la photo, où Vanière est malade et il y a un secrétaire de substitution qui n'est pas très efficace. Et il a donné la lettre à signer à Voltaire. Il y avait beaucoup de bourdes dans la lettre. Et Voltaire corrige à la main. Donc voilà une sorte de genèse aussi. Il corrige à la main les bévues du secrétaire. C'est une lettre à d'Alembert. Voltaire signe. Et puis il ajoute en post-scriptum « Excuse pour les bévues du secrétaire ». Il remplace Vanière, c'est un idiot. Et on imagine qu'il a donné la lettre au secrétaire idiot pour mettre à la poste. Donc les adresses sont importantes. Et les mains du secrétaire aussi. Mais ces distinctions entre lettres autographes et lettres signées sont particulièrement importantes dans le cas de Voltaire parce que ces correspondants sont très sensibles à la marque de la patte du grand homme. La notion que l'autographe d'un auteur de génie possède une qualité spéciale, presque spirituelle, est une idée très ancienne qui remonte à la Renaissance, on trouve ça chez Erasme, et qui est toujours très puissante au XVIIIe siècle, chez Goethe par exemple. L'idée que si on peut toucher la vraie main du génie, il y a quelque chose de... C'est une idée métaphysique, n'est-ce pas? Il y a quelque chose du génie qui se transmet par la main du grand homme. Et en plus, Voltaire est toujours malade. Il le dit à tous ses correspondants, il est malade, il est mourant. Alors avoir l'autographe d'un homme qui en plus est mourant est encore plus précieux. Donc on est encore plus impressionné d'avoir le don de l'autographe. Écoutons Madame du Deffand, à la fin de sa vie, nous sommes en 1775, elle est très sensible au fait que Voltaire lui écrit dans sa propre main. Et c'est d'autant plus touchant qu'à cette époque-là, Madame du Deffand est aveugle. Et voici ce qu'elle écrit à Voltaire. « Je suis ravi de voir que vous vous portez à merveille. Mon secrétaire lecteur prétend que votre dernière lettre est toute de votre main. Rien n'était fallu en vous, j'en suis sûr. » C'est très beau comme expression. Heureusement, nous avons l'autographe, et effectivement, Westermann dit c'est effectivement entièrement dans la main de Voltaire. Donc le secrétaire lecteur avait raison. Pour la vieille Madame du Deffand, elle est contente d'avoir une lettre de Voltaire, mais le fait qu'on lui dit que la lettre est entièrement écrite par Voltaire porte garant de sa bonne foi, de sa bonne santé, presque de sa virilité. Rien n'est affaibli en vous, j'en suis sûr. Enfin, c'est vraiment très touchant. Dernière chose sur ces lettres autographes, il y a un aspect qui n'a pas assez retenu l'attention, je pense, qui est l'art du post-scriptum. Est-ce que je prononce ça bien? Le post-scriptum voltairien. Très souvent, au moment de la signature d'une lettre dictée, Voltaire porte des ajouts. Donc là, il y a une forme de genèse où il y a d'abord la lettre qui est dictée de façon un peu formelle, et puis vient le moment de la signature, et Voltaire, dans sa propre main, fait une petite improvisation. Voici une lettre très longue, écrite de Potsdam en 1952. Un ami suisse, un pasteur protestant, un journaliste,
Maumont de la Rochefoucauld. C'est une longue lettre, je n'entre pas dans le détail, où il parle du siècle XIV. Donc il a aussi un aspect de genèse, il parle de ses propres écrits. Et puis à la fin de la lettre, voici, nous sommes dans l'édition Westermann. À vrai dire, on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans l'édition Westermann. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec l'attachement sincère, etc., votre très humble, très obéissant serviteur, Voltaire. À Potsdam, où je suis toujours très malade. Et puis, je vous suis très obligé du plaisir que vous voulez bien me procurer par votre feuille, n'est-ce pas? Alors, ce qui me frappe ici, c'est le changement de ton, de registre. La lettre finit de façon très formelle. Après tout, votre très humble et très obéissant serviteur est quand même la formule reçue, mais très classique. Et puis, je suis toujours très malade. Et puis, une question à un ami qui, sur un ton beaucoup moins formel, plus amical à la fin. Quand on voit le manuscrit, ça devient plus clair. Parce qu'ici, vous avez bien sûr la main du secrétaire. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un secrétaire à Potsdam. Et vous voyez que le secrétaire a écrit jusqu'à la malédiction. Votre très humble et très obéissant serviteur, tout ça est dans la main du secrétaire. Alors, en relisant la lettre, Voltaire a fait deux choses. Premièrement, il a là une correction. Alors, je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas très important, mais là, je pense que ça, je suis presque certain que ça, c'est la main de Voltaire. C'est-à-dire qu'il a relu la lettre, et dans une main bien précise, il a fait un petit ajout là. Ce qui ne l'a pas empêché d'envoyer la lettre, parce qu'il a écrit... Si vous êtes apporté de le faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est bien. Donc il ajoute une petite nuance à laquelle il n'avait pas pensé en dictant la lettre. Donc ça, c'est un ajout de Voltaire. Et puis, il signe Voltaire. Ça, c'est la main de Voltaire. Et puis, il y a un blanc sur le papier. Et la nature aborde le vide, et Voltaire aussi. Donc quand il y a un blanc sur la page, il le remplit. Et tout ce qui semblait plus informel, je suis toujours très malade, je vous suis très obligé, tout ce passage-là est le passage qu'il a mis là. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que le secrétaire aurait écrit la lettre différemment, il n'aurait pas écrit le post-scriptum, mais il a écrit ce qu'il fallait pour remplir le vide qui était en bas à gauche. Enfin, tout cela pour dire qu'une édition, quand on voit l'objet matériel, pour moi, ça change la façon de lire le post-scriptum. Un autre exemple, très rapidement, c'est une lettre à Maillet du Clairon. C'est une lettre d'affaires. Il demande un service. Il est très conscient de demander un service à ce monsieur autour d'une publication. Il veut qu'il lui rende un service en plaçant un écrit dans un journal. Permettez-vous, moi, de vous prier d'envoyer la note des frais. Je vous écris sur ce petit papier pour ne pas grossir les pores de lettres. J'aime beaucoup ces allusions à l'objet physique, c'est aussi. La politesse voulait qu'on fasse ça sur une belle feuille de papier avec de grandes marges, mais là, pour sauver le temps, c'est parce qu'il a sous la main. Est-ce que c'est vraiment pour... je ne pense pas que c'est vraiment une question des frais du port, mais enfin, il s'excuse pour le format du papier. Supprimons les cérémonies. Votre très humble et obéissant serviteur réduit en formule. Donc, c'est vraiment, il va très en vitesse. V, Affernay. Je ne supprime pas ma reconnaissance. Et là, c'est presque, à la limite, ça c'est assez difficile à comprendre, en fait. Alors, quand on voit le manuscrit, on comprend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'effectivement, c'est une demi-feuille, c'est vraiment un petit morceau de papier, donc en plus, il n'a laissé aucun marge. Donc on comprend qu'il se sent obligé de s'excuser parce que ce n'est pas très poli, et il demande un service. Et puis, tout ça est dans la main du secrétaire, y compris VTHOS, tout ça c'est le secrétaire, ça c'est Vanière, hein. Affernay, la date, tout ça c'est Vanière. Le V c'est Voltaire. Il restait ce petit blanc en bas à droite. Il avait dicté supprimons les cérémonies.
Et Voltaire, de sa propre main, ajoute « Je ne supprime pas ma reconnaissance ». Il a trouvé la formule pour faire plaisir au correspondant dans sa propre main. Et ça, tout de suite, ça personnalise la lettre. Et dans un sens, ça remplace le possible manque de politesse étant lié au format, etc. Petit détail, Westermann connaît une version imprimée de cette lettre, mais il dit dans l'édition Westermann que c'est un manuscrit qui a appartenu à l'Académie de Mâcon, mais qui a disparu. Et ce manuscrit était en vente il y a 2 mois sur eBay, mais c'était trop cher pour l'acheter. Mais effectivement, il y a le tampon de Mâcon, donc quelqu'un l'a fauché au XIXe siècle, de l'Académie de Mâcon, et maintenant, je pense que c'est vendu sur eBay, mais j'ai pu décharger l'image. Donc, en quoi l'eBay est parfois utile, même quand on n'achète pas. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup plus à faire sur les post-scriptum de Voltaire, finalement. Mais il y a beaucoup à faire, à la fois pour mesurer l'importance des 2 mains. Et c'est un aspect génétique. Voltaire, il dicte la lettre pour gagner du temps, mais il ne résiste jamais. Quand il voit un petit blanc devant lui, il remplit le blanc. Et il joue sur les registres différents. C'est très flatteur pour... il n'y a que Madame du Deffand qui est flattée par la main de Voltaire. Ça ajoute tout un autre aspect personnel de la lettre. Quand Voltaire fait une lettre à quelqu'un, c'est un don de lui-même. C'est vraiment le don du manuscrit, étant donné qu'il est tellement célèbre. Et ces post-scriptums, je pense, sont un aspect très intéressant de la genèse de ces lettres. Et puis, finalement, je serai plus rapide là, mais une lettre... ce qui m'intéresse aussi, ce sont les traces sur le manuscrit qui montrent le parcours d'une lettre. Bon, ici, toujours, ça c'est une lettre de Marmontel à Voltaire. Je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas important, mais ce qui est peut-être important, c'est une lettre où Marmontel adopte une voix très voltairienne. Il parle de ce siècle de fer, c'est une expression voltairienne. Il parle que nous travaillons pour la postérité. Délibérément, Marmontel adopte une posture de disciple de Voltaire et renvoie à Voltaire des expressions et des obsessions voltairiennes. Donc c'est vraiment Marmontel qui flatte le grand homme. Bon. Alors, cette lettre existe dans une collection d'autographes à la Bodleian, à Oxford. Donc vous voyez, ça c'est le recueil autographe à la Bodleian, et ça c'est la lettre là. Alors ça c'est la main de Marmontel qui envoie la lettre à Voltaire. Et j'aime beaucoup l'adresse, c'est Monsieur de Voltaire à Paris. Quand on écrit à Marmontel, il faut mettre l'impasse de la rue de l'Oratoire. Quand on écrit à Voltaire, c'est Voltaire à Paris. Donc il a tout un snobisme dans les adresses, autre raison pour les garder dans les éditions critiques. Mais en fait, donc, quand on tourne la page pour voir ça c'est le verso, quand on voit le recto, voici la lettre de Voltaire, la lettre de Marmontel. Donc voilà Marmontel qui écrit à Voltaire. Et c'est assez typique d'une lettre assez familière, mais quand même respectueuse. C'est une lettre qui s'inscrit dans une relation de disciple à maître, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est les 2 mots-là, de Marmontel. Et ça, c'est très clairement la main de Voltaire. Voltaire reçoit une lettre de Marmontel, une feuille, et il écrit de Marmontel. Première question, ça appartient à un collectionneur anglais qui s'appelait Montagu. Beaucoup de ses manuscrits sont à la Bodleian. Alors pourquoi est-ce que ce digne M. Montagu a-t-il acheté ce manuscrit? Est-ce que c'est pour avoir Marmontel ou est-ce qu'il l'a acheté pour les 2 mots de Voltaire? Oh, alors on peut se poser la question. Mais question plus sérieuse, pourquoi Voltaire n'a pas besoin... Lui, il sait de qui vient la lettre, c'est évident. Ça s'inscrit dans une série d'échanges. On sait que normalement, Voltaire il détruit beaucoup de ses lettres. Il est écrit quelque part, est-ce qu'on peut y croire? Je vais demander à Christian, il brûle ses lettres à la fin de chaque année. Moi, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais on l'a dit. Il est certain que quand on voit plus de 15 000 lettres de Voltaire, quelques 6 000 lettres à Voltaire, quelque chose comme ça, il y a un très grand déséquilibre. Il est évident que Voltaire a très souvent détruit les lettres qu'il recevait. Lui, il n'avait pas le culte du manuscrit comme ses correspondants. Alors, cette lettre a survécu. Si Voltaire a écrit de Marmontel en haut,
Je pose une question, mais est-ce que c'est parce qu'il avait pris la décision de garder la lettre et qu'il voulait qu'un éditeur éventuel, cette lettre n'a jamais été publiée de son vivant, n'empêche que nous l'avons, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que le manuscrit ait survécu. Et s'il a écrit d'heures mentales là-dessus, je pense que ça veut dire que dans certains cas, Voltaire a pris une décision exceptionnellement de mettre à côté certains manuscrits. Et pour être sûr qu'un éditeur éventuel saurait de qui venait la lettre, il a écrit. Enfin, petit détail, mais dans un sens, ça montre à la fois le parcours de la lettre. Après tout, c'est aussi une question, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une lettre? Est-ce qu'on le classe, est-ce qu'on le déchire, est-ce qu'on écrit là-dessus? Ça montre le parcours de la lettre, mais aussi, avec ces deux mots, ça peut suggérer aussi toute une intention, une psychologie de l'avenir de la lettre. C'est une lettre qui est plutôt flatteuse pour Voltaire, le disciple qui imite sa voix, finalement. Voltaire n'aurait pas été contre l'idée que cette lettre soit publiée un jour. Une autre, malheureusement, je n'ai pas pu avoir une photo. Il y a une autre lettre reçue par Voltaire où il y a un mot de Voltaire en haut. Il écrit simplement « répondu ». Ce qui suggère aussi un système dans son bureau. Il avait une pile, il se plaint de recevoir trop de courrier, après tout. Il avait une pile de courrier, il dicte une réponse. Il n'a pas déchiré la lettre, mais il écrit en haut, et c'est clairement de sa propre main, répondu. Encore, c'est assez intéressant pour imaginer le système de gérer un très grand courrier comme il a eu. Des jours où il recevait 20 lettres, où il écrivait 10 lettres. Il fallait avoir un système avec le secrétaire pour manier tout ça. Rapidement, je vais parler un tout petit peu des traces de lecture. Parfois, le manuscrit porte des traces après Voltaire, en quelque sorte. Donc, ça, c'est une belle lettre autographe qui a été vendue à Paris il y a quelques années. C'est entièrement de la main de Voltaire. Il écrit à Madame Denis, mais c'est au moment où le mari, Monsieur Denis, est toujours en vie. Et en fait, c'est une lettre où il écrit à Monsieur et à Madame Denis. Eux, lui, Voltaire se trouve à Bruxelles, eux, ils sont à Lille. C'est une très, très belle lettre. Je n'entre pas là-dedans, mais on pourrait faire tout le séminaire là-dessus. Mais Voltaire met la date, et c'est très fréquent, il met le jour et le mois, mais il ne met pas l'année. C'est assez fréquent au XVIIIe siècle, d'ailleurs. L'année, je suis 99% sûr, l'année est de la main de Madame Denis. Ça ressemble absolument aux autres lettres de Madame Denis. C'est-à-dire, elle a précieusement gardé les lettres qu'elle a reçues de Voltaire, elle les a classées, et en faisant le classement, c'est elle qui a ajouté l'année pour que l'avenir soit capable de les ranger comme il fallait. Et il y a plein d'allusions intérieures dans cette lettre à leur vie en ce moment, et l'année est correcte. C'est-à-dire, on peut, à partir des témoignages de la lettre, on est sûr que l'année est bonne, c'est 41. Ça, c'est aussi un autre aspect de la genèse de la correspondance. Voltaire écrit à Gabriel Cramer, donc son imprimeur à Genève. Il lui écrit des billets en permanence. Dans un sens, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Il veut que Cramer est en train d'imprimer une errata pour le siècle XIV, et Voltaire veut ajouter quelque chose à l'errata. Donc c'est vraiment la lettre qui est témoignage de ces va-et-vient entre l'auteur et l'éditeur, comme il y en a des centaines et même des milliers, mais c'est un bon exemple. On peut penser que Voltaire est un peu agacé. Il est toujours très poli, très gentil, mais il ne signe pas, il n'a pas de signature. Et la dernière phrase est assez vache. « Songez qu'on meurt souvent en attendant ». On peut deviner que Voltaire est un peu impatient. Ce n'est pas le ton qu'il adopte habituellement avec Gabriel Cramer. Alors, quand vous avez l'autographe, c'est exactement comme... c'est entièrement de la main de Voltaire. D'abord, ça, c'est intéressant. Il est pressé, il est agacé, il ne dicte pas, il écrit. Il est âgé à cette époque. C'est une lettre de... je n'ai pas la date, mais enfin, c'est des années 70. Donc, Voltaire est âgé. Il ne signe pas, mais il met le cachet. Il a le cachet en cire avec le... comment ça s'appelle? C'est le cachet le sceau du château de Ferney. Ce détail n'est pas mentionné dans l'édition de Westermann.
Mais enfin, c'est une question que je vous pose. Peut-être vous allez dire que je fais trop sur un détail, mais il me semble que c'est assez inhabituel. Il est écrit à Cramer, un ami, mais bon, aussi quelqu'un, un employé en quelque sorte. Il ne signe pas et il met son sceau. C'est aussi une façon peut-être de s'affermir devant Cramer. Enfin, je ne sais pas, mais ça me semble un détail intéressant. Une édition critique de la lettre pourrait au moins citer le fait que c'est là, parce que c'est atypique dans le cas des échanges entre Voltaire et Cramer. Mais aussi, ce qui m'intéresse ici, c'est en haut à droite, c'est discret, mais pas tant que ça. Ce manuscrit est passé par les mains d'éditeurs successifs, parce que c'est bien sûr, c'est un autographe, il n'y a pas de copie, il n'y a qu'un seul exemple. Aucun problème donc sur l'établissement de texte. Mais ici, il y a un chiffre dans un crayon en couleur. Enfin, je ne suis pas absolument sûr, mais je pense que c'est N62, c'est un crayon bleu. Presque, je pense que ça, c'est les éditeurs de Kehl, parce qu'ils avaient des crayons de couleurs différents. On verra d'autres exemples dans un moment. Donc, cet objet est passé par les mains d'un éditeur. Je pense que c'est les éditeurs de Kehl. Et ils ont eu leur propre système de numérotation pour classer les milliers de lettres. Et donc, le manuscrit porte la trace d'une des étapes de l'édition. Par la suite, ce manuscrit a été acheté par Westermann. Il est maintenant dans les fonds de la Voltaire Foundation. Et il y a là, en crayon, le chiffre D de la deuxième édition Westermann. Alors ça, c'est soit la main de Westermann, soit le secrétaire. Je n'ai pas fait une étude des secrétaires de Westermann, mais on pourrait imaginer. Mais là, dernière étape, l'édition Westermann, il a toujours quelqu'un trouvé bon de massacrer le manuscrit en mettant le chiffre D là-dessus. Donc, vous avez sur cet autographe, dans un premier temps, c'est une sortie un peu de mauvaise humeur de Voltaire contre Cramer, mais avec les éditeurs qui ont laissé leurs traces successives, les stades successifs de l'édition sur le manuscrit. Donc, en vous montrant des lettres autographes, j'ai voulu montrer qu'en fait, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le pense, en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre en voyant ces objets. Et le fait de voir l'objet matériel est toujours intéressant. Il y a plein de tuyaux, de clins d'œil dans ces objets. Évidemment, c'est facile pour moi de dire que ça manque dans Westermann. Il a fait, comme je l'ai dit, un travail absolument extraordinaire. Mais puisque maintenant l'édition Westermann est en ligne, ce qu'on pourrait imaginer serait un jour, au fur et à mesure, d'ajouter des images à l'édition en ligne. Et tout de suite, ça ajouterait énormément à l'édition. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Alors, j'ai parlé des lettres autographes. Je vais parler d'un sujet absolument énorme, donc mais brièvement, de la question des copies. Dans le cas d'un auteur, enfin, disons mineur, comme Morlet, les choses sont beaucoup plus simples. Parce que pour un auteur comme Morlet, il y a les lettres. Et on fait un recueil des lettres et on les publie. C'est assez rare qu'on fait une copie d'une lettre de Morlet, donc une édition de sa correspondance est en fait une édition des autographes. Et dans le cas de Voltaire, c'est beaucoup plus compliqué parce que très souvent, les lettres sont copiées, très souvent, les lettres sont copiées multiples fois, très souvent, nous avons des copies sans avoir l'original, si on sait ce que c'est l'original d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours très évident. Donc, évidemment, dans une édition critique, il faudrait essayer de distinguer entre ces copies différentes. Alors, Westermann a un système qui, franchement, n'est pas très subtil. Il a 4 catégories. Copie contemporaine, vieille copie, là il a renoncé comme la vieille copie, que ça veut dire, et puis copie du XIXe siècle. Donc, ce sont ces 4 catégories qui, bon, il a fait un effort, mais finalement, c'est pas très, ça ne tranche rien en réalité. Alors là, c'est un peu aléatoire, ça, mais pourquoi est-ce qu'on copie une lettre dans un premier temps? Alors, on peut, dans le cas de Voltaire, faire une copie à beaucoup de niveaux différents, il me semble. Enfin, c'est plus une question que je vous pose, mais on verra ça peut-être après dans les questions. Mais dans un premier temps, Voltaire lui-même peut faire des copies. Il peut faire des copies pour son propre dossier, pour garder une copie pour lui. Il peut faire une copie pour l'envoyer à un ami. On va voir un exemple où il envoie, par exemple, une lettre dont il est très fier. Il envoie à Sitteville. Et dans les archives à Rouen, on a toujours les copies de lettres reçues par Sitteville.
Donc Voltaire lui-même peut avoir plusieurs raisons pour faire une copie. C'est le destinataire de la lettre qui peut. J'ai mis S au pluriel parce que parfois il écrit des lettres à plusieurs personnes, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte. Le ou les destinataires de la lettre peuvent aussi faire des copies. Mais dans quel but? C'est-à-dire, on peut faire une copie simplement pour montrer un ami, de façon confidentielle. On peut faire une copie un peu pour montrer combien on est important parce qu'on reçoit des lettres de Voltaire. On peut faire une copie aussi dans une perspective de critiquer Voltaire. C'est-à-dire, il est possible de faire des copies peu fiables qui mettent Voltaire dans une mauvaise lumière. Donc il y a des raisons très différentes de faire des copies. J'ai mis tiers, ça c'est un peu vague, mais parfois quelqu'un qui a reçu une copie peut ensuite faire une copie. Donc il y a parfois des copies faites à plusieurs degrés de séparation de Voltaire lui-même. À n'importe quel moment dans ce réseau, une copie vient chez un éditeur, est imprimée dans une revue. Les lettres de Voltaire, les éditeurs de journaux s'arrachent les lettres de Voltaire parce que c'est très vendeur. Alors, quand ça paraît dans une revue, parfois ça peut être Voltaire lui-même qui fait une version pour être publiée, mais ça peut être le destinataire qui veut se montrer son importance, et le Mercure de France publie « Monsieur le Duc de Nana a reçu une lettre de Voltaire », et c'est Monsieur le Duc qui envoie la lettre. Ça peut être un tiers qui envoie la lettre. C'est-à-dire que, bon, c'est un sujet énorme que je ne fais qu'esquisser, mais il faut vraiment poser la question de la finalité du copie. Qui fait la copie et pourquoi? Quelle est la finalité de la copie? Ça, c'est une question que Bestaman ne pose jamais. Et liée avec la finalité de la copie, c'est la question de la fiabilité de la copie. Est-ce que c'est une copie sûre ou est-ce que c'est une copie vache? Et les deux choses existent. Alors, donc, plus la lettre est copiée, moins elle ressemble à la lettre originale, même si ça a un sens. Et dans les cas où on n'a plus la lettre, autographe ou signée, et on dépend des copies, de quoi est-ce qu'on dépend finalement? Le texte devient de moins en moins stable. En réalité, c'est une sorte de... Nous sommes là face à un problème de génétique de la lettre, parce que chaque lettre de Voltaire, mais beaucoup de lettres de Voltaire connaissent cette vie où ils sont copiés, distribués, imprimés. Parfois, les copies sont faites d'ailleurs d'après l'édition imprimée. Les gens se vont d'avoir une copie manuscrite de Voltaire et simplement ils ont copié ce qui est dans le Mercure de France. Ça existe aussi. Mais c'est une question, si vous voulez, c'est un problème de génétique, mais à la différence d'un problème de génétique classique où on a tout le dossier génétique, on n'a que quelques morceaux du puzzle. Donc, c'est presque comme il faut, pour faire l'histoire génétique d'une lettre, il faut imaginer, il faut déduire des manuscrits ou imaginer quelles sont les étapes intervenant. C'est vraiment, je pense que là, c'est quelque chose qui, dans l'édition Westermann, parfois, on ne comprend pas toujours quel est le statut du texte qu'on a devant soi, parce qu'il n'a pas pensé à ces catégories de copies. Je vais très vite sur un très grand sujet, mais je prends un exemple. C'est une lettre de 1768, adressée à un certain Jean-Jacques Paulet. On ne sait pas beaucoup sur lui. C'est une très belle lettre, une lettre très bien écrite. Est-ce que je peux... Ah, si ça ne dérange pas le... Ah, c'est mieux, merci beaucoup, c'est gentil, merci. C'est une lettre très très bien écrite. On voit c'est une lettre où il avait fait un effort littéraire. Vous voyez comme ça commence. Je crois, monsieur, que Don Quichotte n'avait pas lu plus de livres de chevalerie que je n'ai lu de médecine. Je suis né faible et malade. Et je ressemble aux gens qui, ayant d'anciens procès de famille, passent leur vie à feuilleter des jurisconsultes sans pouvoir finir leur procès. Il y a environ 74 ans que je soutiens comme je peux mon procès contre la nature. C'est une très belle lettre. Ensuite, ce qui suit, c'est une lettre vraiment détaillée et puissante sur la petite vérole, l'inoculation, etc. C'est une lettre, un prononcement public sur la question de l'inoculation. Alors, aucune surprise, 2 mois plus tard,
cette lettre paraît dans le Mercure de France, titre « Lettre de M. de Voltaire à M. Paulet au sujet de l'histoire de la petite vérole ». Donc c'est une lettre conçue, je pense, pour être publiée. Alors Westermann connaît pour cette lettre 7 manuscrits. Alors c'est très peu détaillé, parce que quand Westermann connaît l'autographe, franchement, il se fiche des copies. Donc, il ne donne pas les variantes, on a très peu de détails. Donc, dans ce domaine-là, tout est à refaire. Mais le fait qu'il existe 7 copies, enfin, 7 manuscrits, excusez-moi, donc l'autographe et au moins 6 copies connues, suggère que non seulement il a fait envoyer au Mercure de France, ou peut-être M. Paulet, mais étant donné la nature de la lettre, ça semble être conçu pour être publié dès le départ. Mais en plus, quelqu'un a fait fabriquer des copies qui ont circulé. Donc c'est une double publication manuscrite. C'est François Moureau qui nous a rappelé qu'on publie aussi par manuscrit au XVIIIe aussi bien que par imprimerie. Alors voici, parmi les autres, voici une copie qui par hasard se trouve à la Voltaire Foundation parmi nos manuscrits. Alors, je ne connais pas la main du copiste, mais simplement le titre « Lettre de M. de Voltaire à M. Paulet au sujet de ». Donc, c'est fait comme un essai, avec un titre souligné. Ferney est la date. Ferney, à cet âge-là, à ce moment-là, est devenu une marque. C'est une marque déposée. Il suffit de mettre Ferney pour savoir que c'est la voix de Voltaire qui prononce. La lettre est absolument fidèle. Ça commence avec Monsieur Don Quichotte. Donc c'est exactement comme la lettre qu'on vient de lire. C'est une copie fidèle. Et à la fin de la lettre, c'est toujours fidèle. Mais vous voyez comme Voltaire, comme ceci, j'ai l'honneur d'être, etc. Voltaire, gentilhomme de la Chambre du Roi. C'est-à-dire que c'est signé avec c'est une copie de copiste inconnu, mais Voltaire signe avec le titre qu'il a reçu du roi. C'est très formel quand même. Ça commence du château de Ferney, et le titre de gentilhomme de la Chambre du Roi est accordé par le roi lui-même. Il n'y a que le roi qui puisse donner ce titre. Et le roi a donné ce titre en 1945 ou 1946, au moment où il devient historiographe de France. Et quand Voltaire va en Prusse, il perd le titre d'historiographe, mais il garde le titre de gentilhomme de la Chambre du Roi. Et voilà, 20 ans après, il se sert de ce titre, c'est un titre qui veut dire qu'il a une position à la cour. Ce n'est pas par hasard qu'il donne c'est une sorte de brevet, n'est-ce pas? C'est pour affirmer un statut social. C'est très intéressant quand il s'engage dans un sujet qui va susciter controverse. Mais là, c'est une copie à circuler qui est vraiment, c'est comme un pamphlet finalement. C'est une lettre et ce manuscrit est fait en fait en forme de petit pamphlet. Pardon, non, j'ai sauté une page, c'est mauvais. Je prends une autre lettre rapidement. Ici, c'est une lettre très composée. Et c'est une autre lettre au sujet de l'inoculation. Voltaire a parlé de l'inoculation dans les lettres philosophiques dans les années 30. 20 ans après, c'est toujours quelque chose qui est débattu en France. Et Voltaire est obsédé, bien sûr, parce qu'il sait que c'est lui qui a un peu lancé le débat dans les lettres philosophiques. Et il revient là-dessus 20 ans, 25 ans après. Cette fois, c'est Tronchin. En 1956, Théodore Tronchin, le grand médecin de Genève, un des plus célèbres médecins en Europe, célèbre aussi parce qu'il pratiquait l'inoculation, et il est le médecin privé de Voltaire à Genève. Il est appelé à Paris pour inoculer les petits-enfants de Louis XV. Alors pour Voltaire, c'est un triomphe, parce qu'après avoir lutté pour l'inoculation 25 ans auparavant, le fait que le roi demande que ses enfants soient inoculés, dans un sens, il a fini par comprendre ce qu'avait dit Voltaire. Enfin, pour Voltaire, c'est une victoire. Donc, on annonce dans la presse que Tronchin quitte Genève pour aller à Paris pour faire cette opération. Alors, c'est une lettre apparemment personnelle que Voltaire écrit à Théodore Tronchin.
Alors, Voltaire plaisante qu'il est tellement malade lui-même, il a lui-même besoin du docteur Tronchin, mais il est prêt à se sacrifier si c'est pour les petits-fils du roi de France. Il se sacrifie pour que Tronchin puisse faire le voyage à Paris. Vous voyez l'élégance de la lettre. Mais évidemment, le vrai triomphe, c'est que le voyage de Tronchin marque une certaine triomphe de la raison sur une certaine forme de la pensée obscurantiste. Donc pour Voltaire, il y a tout un programme des Lumières qui est dans ce geste de ce voyage de Tronchin. La lettre est très très bien composée. Comme vous voyez, c'est une lettre en prose et en vers. Alors, on ne dicte pas, même Voltaire qui écrit couramment de la poésie, une lettre en prose et en vers ne se fait pas comme ça. C'est une lettre qui est très composée, évidemment. Alors, pour éditer cette lettre, Westermann connaît 12 manuscrits. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup de copies. Voltaire est très fier de cette lettre. Certainement, il l'a envoyée à Tronchin, mais il a fait faire des copies. Il a dû garder un exemplaire pour lui. Par exemple, une des copies que connaît Westermann a été envoyée à Sitteville. Il se trouve toujours à la bibliothèque à Rouen. Voltaire a fait faire copier cette lettre pour me le montrer à Sitteville et à d'autres amis aussi. Donc, Westermann connaît 12 manuscrits. Bon, je peux ajouter à l'édition de Westermann 2 choses. Premièrement, il y a eu une édition de cette lettre que Westermann ne connaît pas. Donc, ça a été imprimé dans une revue. Une revue un peu obscure, La Suite de la Clé ou Journal historique sur les matières du temps. En juin 1956, ils impriment cette lettre. Donc, il y a une édition aussi. Donc, c'est une revue pas très connue par Voltaire. Alors, il est très possible que c'est une copie. Quelqu'un qui a reçu une copie l'a envoyée à cette revue. Mais Voltaire n'aurait pas été contre. C'est du moment où on met en marche le système de copie de manuscrits, ça finit un jour ou l'autre par être publié. Deuxième chose, je viens dans un vendeur de manuscrits à 5 minutes d'ici, dans la rue de l'Odéon. Il y a un manuscrit qui est en vente actuellement, mais c'est trop cher, je ne peux pas me l'acheter malheureusement. Mais ça, c'est la photo que j'ai du catalogue de vente, donc c'est un peu bizarre. Mais ça, c'est le manuscrit, pas autographe, parce que ça, c'est la main du secrétaire, mais ça, c'est l'exemple envoyé à Tronchin, que Westermann ne connaissait pas. Donc ça, c'est en quelque sorte la lettre originale. C'est une très belle lettre, bien écrite, sur 4 pages. Quelqu'un a ajouté la date après, à M. Tronchin aussi ajouté par la suite, par une autre main. Une très belle lettre, mais encore une fois, je vais à la fin de la lettre. On dit, vous prendrez votre chemin par Lunéville, faites vivre selon le bienfait de ce pays-là, revenez ensuite dans le vôtre. Imitez Hippocrate qui préfère sa patrie à la cour des rois. Il fit le compliment grandiose à Tronchin avec la culture classique, etc. Et puis, changement de ton assez brutal. Vos 2 enfants me sont venus voir aujourd'hui, je les ai reçus comme les fils d'un grand homme. 1000 compliments, monsieur de la Batte, si vous avez le temps de lui parler, je vous embrasse tendrement. Donc, là encore, il y a un changement de registre assez intéressant à la fin, où il passe du formel, du construit, au moins formel et moins construit. Alors, imaginez ma joie quand dans la boutique, en faisant semblant de vous acheter ce manuscrit qui coûte 14 000 €, mais en faisant d'être intéressé par l'achat, j'ai réussi, malheureusement on est en train de filmer, je ne peux pas vous dire, mais enfin, j'ai pris la photo. Alors, je me suis exposé pour vous à des dangers, vous n'imaginez pas. Alors, voici, pris sur mon téléphone portable, la fin de la lettre. Si après on peut faire une collecte pour 14 000 €, on ira l'acheter. Mais ça va fermer bientôt. Donc vous voyez, la fin de la lettre, et c'est comme ça que je sais que c'est ici l'autographe en quelque sorte. Ça, c'est le secrétaire, toujours, jusque-là. Et puis, vos 2 enfants, ça, c'est très clairement, c'est la main de Voltaire. Et ça, le D, c'est très voltairien. Là, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé là. Je pense que ça, c'est quelque chose que par la suite, quelqu'un a ajouté à la suite. Je ne pense pas que c'est Voltaire. Le nom, je pense, parce qu'ils ont mis 3 petits points. Oui, en vue d'une édition possible. C'est ce que font les éditeurs parfois. Je pense que c'est ça. Là, par contre, je n'entre pas dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais là aussi, je pense que Voltaire a éliminé un mot. Donc, sur l'autographe, avant de signer, donc, il a dicté la lettre qui
dont il a certainement des brouillons, parce que c'est une lettre très composée en prose et en vers. Il relit la dernière version. Là, il a éliminé un mot. Je pense que c'est presque certainement Voltaire. Enfin, je ne peux pas le prouver, mais je le pense. Et puis, il a improvisé à la fin la chose plus personnelle à Tronchin. Il y a la lettre formelle, et puis c'est un post-scriptum qui précède la signature en quelque sorte. Mais c'est dans le style des post-scriptums, dans la main de Voltaire. Alors, ça change, il me semble, beaucoup la façon dont on peut lire cette lettre. Alors, après, si on va vers les copies, la copie qu'on trouve à Rouen, envoyée à Sitteville, si on va vers l'édition imprimée dans le journal, le texte qui est imprimé, publié, soit par voie manuscrite, soit par voie imprimée, le texte s'arrête là, des rois. Le texte, c'est-à-dire que Vanière, ou pas Vanière, le secrétaire a fait faire des copies où le texte s'arrêtait là. Et l'ajout dans la main de Voltaire, je pense, est unique à la version envoyée à Tronchin. C'est-à-dire que même dans le cas d'une lettre publique composée dans un sens peu personnel, il me semble qu'il a personnalisé le manuscrit qu'il envoie à Tronchin, avec le détail sur ses enfants, quelque chose de flatteur sur la famille, un ami en commun, M. de Labatte. Mais cela n'est pas reproduit dans les copies qui circulent, ni dans la version imprimée. Ce qui suggère, donc il faut imaginer comment fonctionnait Voltaire. Il a d'abord composé la lettre avec des brouillons. Ça, c'est une des lettres où il existe un brouillon. Je n'en parle pas, mais ce n'est pas très intéressant, mais il y a des versions. Donc on peut voir la genèse de la composition. Il fixe le texte. Ensuite, le secrétaire fait une version qui va être envoyée à Tronchin, qui est un ami après tout, qu'il connaît très bien. Et Voltaire prend son temps pour ajouter le mot qui personnalise cette lettre. Et pendant ce temps, le secrétaire fait d'autres copies qui sont envoyées à Sitteville, qui finissent par être imprimées. C'est une genèse très intéressante. Donc, il y a dans les 12 copies de Westermann, j'aurais envie de les voir tous. En fait, il faudrait faire une édition critique de toutes les copies. Parce qu'on peut reconstruire, dans un sens, le parcours génétique de cette lettre. Et ce n'est pas sans intérêt. Voltaire prononce sur l'inoculation en se servant de sa propre célébrité, de la célébrité de Tronchin, en exploitant quelque chose qui... C'est dans les nouvelles, le fait que le roi de France fait inoculer ses petits-enfants, c'est quand même un événement pour les gazetiers français. Il y a là tout... et ceci, c'est dans les années 56. C'est-à-dire nous sommes bien avant l'affaire Calas, c'est bien avant qu'il ait pris vraiment comment manipuler l'opinion publique. Mais déjà, à cette époque-là, Voltaire est très astucieux sur la façon de faire résonner sa parole, de faire connaître ses écrits. Il y a là une sorte de manipulation, des manœuvres dans l'épistolaire qui sont, je pense, très intéressants. Je vais aller vite, très rapidement. D'autres copies, j'ai moins à dire là-dessus, mais ça, Voltaire écrit à beaucoup de lettres qui finissent par paraître dans la correspondance littéraire, j'en parle un peu dans un moment. Voilà un manuscrit qui s'appelle très carrément « Fragment » de manuscrit envoyé de Voltaire à Grimm. Donc quelqu'un, la main est inconnue, a fait copier une lettre et l'a fait circuler comme fragment. Et je vais aller vite là, mais la lettre finit avec une allusion savante. Le monde est rempli de Bavius et de Mövius. Embrassez pour moi, je vous préfère Platon, c'est bien sûr Diderot. N'oubliez pas auprès de ma philosophe, c'est Madame d'Épinay. Le vieux malade ne l'oubliera jamais, etc. Mais quand vous voyez le manuscrit que je viens de vous montrer, ça finit à Mövius, ça finit avec l'allusion classique. Donc encore une fois, le fragment qui a circulé s'arrête là. Il ne contient pas le post-scriptum plus personnel à la fin. Donc, ce sont des fragments, encore une fois, une sorte de genèse. Je n'ai pas toutes les pièces du dossier pour vraiment déjouer la chose, mais il est très clair que des fragments, et ça s'appelle fragment de lettre. Quelqu'un très délibérément a fait extraire la partie polémique de la lettre. Ils ont laissé tomber le personnel où ils n'avaient pas accès aux touches plus personnelles. Mais ce manuscrit a circulé, c'est la main du XVIIIe siècle, clairement. Voltaire écrit au comte et à la comtesse d'Argental. Dans cette lettre, il appelle... Voltaire
je vais passer vite sur cet exemple, mais Voltaire est en conflit avec De Brosse. Dans cette lettre, le président de Brosse, il appelle De Brosse le nasillonneur de Brosse. Si vous cherchez le mot nasillonneur dans le Littré, il vous dit que c'est un néologisme de Voltaire, que la première occurrence de ce mot est dans cette lettre. Donc, note en passant, mais dans ces lettres, c'est aussi un chantier pour invention, même invention de la langue française. Mais donc, voilà la première occurrence du mot nasillonneur. De Brosse, Voltaire avait critiqué De Brosse. De Brosse a répondu, pour aller vite, De Brosse a répondu en disant que si vous révélez ce que j'ai fait dans telle ou telle affaire, je vais vous dénoncer, vous, Voltaire, je vais vous dénoncer en disant que vous êtes auteur de livres contre la religion. Donc, il y a un conflit ouvert entre Voltaire et De Brosse. Et De Brosse menace de faire du chantage à Voltaire. Et Voltaire est scandalisé. Alors, pendant un moment, ça devient une affaire politique. Et j'ai trouvé une copie, voilà un manuscrit que j'ai trouvé, à Ferney. Encore Ferney, c'est la marque déposée, Ferney. Et c'est un petit extrait, c'est une très longue lettre, c'est un petit extrait. Ce n'est pas le deuxième paragraphe, ça c'est un petit extrait de la longue lettre qui est simplement focalisé sur la question du chantage. C'est-à-dire, on a laissé tomber tout le reste de la lettre, y compris la jolie allusion au nasillonneur président de Brosse. Il ne reste que la simple allusion aux menaces de chantage. Voltaire ou son avocat ou quelqu'un voulait faire savoir que De Brosse essaie de faire du chantage. Quelqu'un a fait copier un extrait de ça pour montrer à quelqu'un. En plus, le deuxième paragraphe qui est là, je lis, c'est à mes confrères, les gens de lettres, à voir, c'est apparemment Voltaire qui parle, s'ils veulent dans leur corps un délateur et un calomniateur qui de plus a fait le livre des fétiches. C'est une allusion au livre du culte et des dieux fétiches de Brosse. C'est-à-dire que De Brosse menace de me faire du chantage parce que moi, j'ai fait des livres contre la religion. Moi, Voltaire, je peux lui dire que lui aussi a fait un livre critique de la religion. Le problème avec ce paragraphe-là n'existe pas dans la lettre orthographe. Ça, c'est un ajout. C'est-à-dire que vous avez là l'exemple de manuscrit, une copie, qui est très loin de la lettre de Voltaire. Quelqu'un a fait un petit extrait pour une raison polémique. Et en plus, ils ont glosé sur le thème, et ils ont inventé, je pense qu'ils ont inventé ce deuxième paragraphe pour aller plus loin, pour enchérir sur l'idée de Voltaire. Donc, ça, alors, ce manuscrit se trouve avec toujours le Besterman qui a donné ça en créant le chiffre Besterman. Mais vous savez, ce n'est pas du tout une lettre de Voltaire. C'est un fragment de lettre de Voltaire fait pour des fins purement polémiques, où il semble qu'ils ont complètement glosé sur le texte. C'est un texte qui n'est absolument pas fiable. Et si Besterman avait essayé d'expliquer la nature de la copie, on ne donnait aucune confiance à ce texte, en réalité. Alors, j'ai parlé de copies faites pendant du vivant de Voltaire, mais aussi il y a parfois des copies qui sont faites après sa mort. Par exemple, une petite lettre à la comtesse de Verteillac, Madame de Verteillac. Besterman publie cette lettre, mais ne connaît pas l'orthographe. Il dit simplement je suis l'édition Clojonson. Clojonson a fait une édition de la correspondance dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, j'ai trouvé une lettre. C'est une lettre du début du XIXe siècle, écrite à Clojonson, qui à l'époque était bibliothécaire de la ville à Alençon. Et la lettre, il y a le tampon de Rouen. Donc, c'est une lettre qui est passée de Rouen à Alençon, à Clojonson. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, voici la lettre. Donc, c'est toujours recto verso, n'est-ce pas? C'est une lettre du XIXe siècle. En haut, copie d'une lettre écrite de la main de Voltaire. Donc, on s'adresse à Clojonson, on lui dit que c'est une lettre de Voltaire, et le texte de Voltaire est là. Madame, donc jusque-là, ça c'est le texte recopié au XIXe siècle. Donc, la personne qui possédait l'autographe a dû parler de ça à Clojonson. Clojonson a dû dire « j'aimerais bien avoir une copie ». Et le possesseur du manuscrit a fait copier ça dans une lettre. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est une métalettre, c'est une lettre dans une lettre. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est ici, vous voyez, j'ai suivi l'orthographe et la ponctuation, je
je vois ça mieux sur mon écran là. Mais enfin, la personne qui a fait la copie explique qu'ils ont fait une copie fidèle, diplomatique de leur manuscrit. Et puis là, vous avez donc dans ce manuscrit, vous avez le geste de l'envoi du manuscrit autographe. En plus, Claude Janson a reçu cette lettre et il a édité dans son édition. Et tout ce qu'il a là en marge, tout ça, bon, lettre de Voltaire, la date, tout ça, ce sont, et ça aussi, tout ça, ce appartient aux éditeurs de Claude Janson, c'est-à-dire tout ça fait partie, ce sont les marques du passage de la lettre par l'imprimé au XIXe siècle. Finalement, Westermann possède cette lettre et il met son chiffre fatidique en crayon en haut à droite. Donc, encore une fois, avec cet objet manuscrit, vous avez la découverte de la lettre, l'envoi de la lettre, le passage par l'imprimerie et finalement Westermann qui met son numéro au-dessus. Donc, voilà, toutes les étapes du parcours de la lettre sont contenues sur une même feuille. Donc, je suis allé beaucoup trop vite, et encore c'était très long, pour vous montrer que quand Westermann parle de copie contemporaine, c'est presque un non-sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sonder plus les intentions, les raisons pour lesquelles la copie a été faite. Alors, est-ce que je peux en parler encore 10 minutes, ça va parce que est-ce que ça va? Oui, parce que j'ai une troisième partie qui peut être plus rapide. Alors, il y a... Non, je vais par là. Non, c'est ce que je fais comme ça, c'est mieux. C'est difficile de parler de manuscrits fantômes parce que je n'ai rien à vous montrer. Mais il y a aussi le cas de manuscrits pour ce pseudo-genèse de l'épistolaire où, en fait, on peut deviner qu'il y a eu des manuscrits, on ne sait pas si comme ils existent. Il y a l'édition sur laquelle on travaille, Christiane Merveau travaille avec moi, sur les manuscrits de Kehl. Un autre exemple d'une œuvre manuscrite où on n'a plus les manuscrits. Et c'est le cas aussi souvent pour la correspondance. Par exemple, je vais être très rapide, mais par exemple, Voltaire très souvent cite lui-même ses propres lettres dans ses lettres. Il écrit au roi de Prusse et cite un extrait d'une lettre à Catherine II, par exemple. Il écrit à un ami et cite un extrait d'une lettre à Madame Denis. Donc, il y a de l'autocitation chez Voltaire. Est-ce qu'il se cite fidèlement? Qui sait? Mais il y a certaines lettres dont nous avons les traces uniquement par la citation dans d'autres lettres. Deuxièmement, il y a des lettres, autre exemple, il y a de mes manuscrits fantômes, il y a des lettres qui paraissent dans la presse. Là, je prends un article d'un collègue hollandais, Kees van Strien, qui récemment a fait une étude d'une périodique hollandaise, de Middelburgse Courant. Alors, pendant les années 60, ce journal hollandais, c'est un journal hollandais parmi pléthore, a publié 8 lettres de Voltaire pour leurs correspondants, en traduction hollandaise, évidemment. Alors, il m'a traduit le hollandais en anglais. Alors, j'ai essayé de lire la traduction en anglais d'une traduction en hollandais d'une pseudo-lettre voltairienne. Et dans 5 cas sur 8, j'ai trouvé la lettre. C'est une vraie lettre qui existe dans l'édition Westermann. Alors, Dieu sait comment ce journal hollandais a trouvé une copie de cette lettre, ou parfois ils ont simplement copié un autre journal hollandais. Ça, c'est vrai aussi, les journaux se recopient entre eux. Mais toujours est-il que parmi les 8 lettres publiées dans ce journal hollandais, 5 lettres sont avérées. Restent 3 lettres dont je ne trouve pas la trace dans l'édition Westermann. Mais ça semble plausible, il n'y a pas de raison de les avoir inventées. Je pense qu'il y a là, dans ce journal hollandais de province, 3 lettres voltairiennes dont le manuscrit est perdu, mais dont il reste une traduction hollandaise diffusée par la presse. Et je pense que l'exemple n'est pas unique. Donc, il y a aussi un parcours génétique où on a perdu tous les manuscrits et il reste des bribes de traces imprimées où il faut essayer de réinventer. Il y a aussi des exemples où, dans la presse, il paraît des pseudo-lettres de Voltaire qui sont délibérément déformées pour causer des problèmes à Voltaire. Je n'entre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, mais on peut revenir là-dessus. Je parle très rapidement. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la question de l'œuvre Pamela, mais je vais l'esquisser très rapidement.
André Magnon a repris une hypothèse formulée d'abord par Jean Nivin dans les années 50. Il a démontré que 42 lettres adressées de Berlin par Voltaire à Madame Denis sont en vérité des faux. Ou, pour être plus précis, ce sont de vraies lettres que Voltaire a réécrites après son retour de la Prusse. C'est-à-dire qu'il a pris une quarantaine de vraies lettres, il a redemandé les originaux à Madame Denis, il les a réécrits dans une perspective très polémique pour montrer ces différends avec Frédéric. Et il a construit une sorte d'œuvre épistolaire qui peut-être il allait appeler Pamela. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre épistolaire à partir de manuscrits. Mais il semblerait, si je ne m'abuse pas, qu'il a détruit les originaux. C'est-à-dire qu'il nous a empêchés de faire l'étude génétique en détruisant l'original. Et ce que nous avons à Saint-Pétersbourg est un manuscrit qui s'appelle « Lettres de M. de Voltaire à Madame Denis de Berlin ». Tout innocent, et c'est complètement réécrit. C'est une œuvre à moitié de fiction, paraît-il. Je pense que pardon ? C'est ça. Dans une... C'est pas des faux, non, je dis faux entre guillemets. Mais c'est faux dans la mesure où ce n'est pas une lettre authentique. C'est une œuvre de fiction, en quelque sorte. Une œuvre de fiction faite à partir d'une lettre authentique. Mais le fait d'avoir détruit les originaux, évidemment, c'est pour nous piéger, finalement. Alors, ce n'est qu'une thèse, mais je pense que c'est une thèse qui est maintenant acceptée par tout le monde. Donc, c'est un exemple très précis où Voltaire a réécrit ses propres lettres pour nous piéger. Alors, je n'entre pas dans cette question, mais simplement je pose la question, est-ce que le cas est unique ? Dans les 16 000 lettres de Voltaire qui survivent, est-ce qu'il y a d'autres exemples de lettres qui ont été réécrites ou d'œuvres épistolaires ? Voltaire est très attiré par la notion de l'œuvre épistolaire. Est-ce qu'il y a d'autres bribes d'œuvres épistolaires ? Après tout, son première œuvre en prose, presque, son premier œuvre en prose important, c'est les lettres philosophiques. Une des premières œuvres en prose, c'est les lettres philosophiques. Donc, il joue avec l'épistolaire dès le début, en fait. Je vais conclure donc avec une correspondance, la correspondance avec Voltaire et d'Amy Laville. d'Amy Laville est un fonctionnaire à Paris, il travaille dans le bureau du 20e, il connaît le milieu des philosophes, il connaît Grimm, il connaît Diderot. Il n'est pas un homme très intelligent, il n'est pas un intellectuel, mais c'est un brave homme qui veut aider la bonne cause. Voltaire lui écrit des lettres absolument remarquables. C'est dans ces lettres qu'il forge en fait le slogan « Écraser l'infâme », et où le slogan est très souvent répété. Christiane Mervaux a écrit un article absolument merveilleux sur cette correspondance où elle montre tous les enjeux philosophiques dans cette correspondance. Et la création du slogan « Écraser l'infâme » coïncide avec l'affaire Calas. Enfin, ça entre dans un moment très précis de la carrière de Voltaire. C'est le moment où, pour citer une phrase de Michel Delon dans un article récent, c'est le moment où Voltaire est devenu voltairien. Après l'affaire Calas, où il crée, c'est l'apogée, n'est-ce pas, de cette correspondance avec d'Amy Laville. Alors, la correspondance est remarquable, mais elle est aussi, je dois être très curieuse. Alors, j'ai beaucoup d'hésitation de parler de ça parce que je suis devant Christiane Mervaux qui connaît ça beaucoup mieux que moi, mais ça va créer des questions pour la fin. Voltaire a écrit, je dis tout de suite, tous ces chiffres sont un peu approximatifs parce qu'il a des découvertes, mais en gros, ces chiffres sont à peu près corrects. Il a au moins 539 lettres, quelque plus, et 10 dans l'autre direction. Déjà, le déséquilibre est bizarre. Bon, ça peut s'expliquer, mais c'est bizarre. Nous avons parlé de la correspondance littéraire. d'Amy Laville est très proche de Grimm, aussi de Madame d'Épinay. Dans la correspondance littéraire, c'est très difficile de bien comprendre la présence de Voltaire dans la correspondance littéraire, parce que dans l'édition Tourne, dont nous servons tout le monde, ils ont laissé tomber la plupart des textes de Voltaire, parce qu'ils trouvaient que c'était trop connu. Alors, on continue il nous faut une bonne édition de la correspondance littéraire d'abord pour bien comprendre la présence de Voltaire. Mais ils ont mis, sur un total de 700 textes de Voltaire, il y a 450 lettres de Voltaire au total. C'est énorme. Et de ces 450 lettres recyclées, je vous rappelle que la correspondance littéraire est un manuscrit, c'est un journal manuscrit qui avait une quinzaine de souscripteurs en Europe. Catherine II, princesse allemande, enfin vraiment le crème de la monarchie européenne, au maximum une quinzaine de personnes, qui chacun recevait une copie manuscrite, fabriquée à Paris par Grimm.
les lettres de Voltaire étaient tellement nombreuses que ça constituait, après le 63, je pense, une section à la fin de chaque envoi qui s'appelait Correspondance du patriarche. C'était le coût de chaque numéro. 450 lettres, dont 355 sont adressées à Damy Laville, c'est-à-dire que les lettres à Damy Laville c'est plus les 3/4 de tout ce qui est de Voltaire. Alors, on peut poser la question, est-ce que Voltaire était au courant? Je pense que oui. Est-ce que Damy Laville a... Mais il a tout un problème de manuscrit là-dedans. Quand Voltaire écrit à Damy Laville, est-ce qu'il savait ou non que ça allait passer à la correspondance littéraire? Est-ce que Damy Laville a fait suivre ce qu'il a reçu? Est-ce que ça a été réécrit? Est-ce que Grimm a réécrit les lettres? Il y a au moins une lettre où Grimm dit que pour un roi qui recevait le manuscrit, il devait mitiger ce qui était écrit sur Voltaire parce que ça allait choquer Sa Majesté. Donc il y a des versions différentes entre les différents manuscrits de la correspondance littéraire. Donc tout ça est très compliqué. En fait, on aurait envie... S'il y a un thésard ici qui cherche un sujet, je suis pour. Hein. Il faudrait faire une thèse, il faudrait rééditer les lettres de Voltaire et Damy Laville à partir des manuscrits pour voir exactement quel est le cheminement de Voltaire, de Ferney, au bureau du XXe, à Grimm, à Madame d'Épinay, et puis aux cours divers en Europe. Parce que parfois, Bustamante copie à Saint-Pétersbourg. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que la reine ou l'impératrice qui recevait la correspondance littéraire a fait copier quelque chose dans la correspondance littéraire. Si la copie se trouve à Saint-Pétersbourg, je pense. Donc il a des copies faites aussi à partir de la correspondance littéraire. C'est très compliqué. Alors, je n'ai pas eu le temps, ce serait le travail, ce serait une thèse à faire, mais je prends un exemple très rapidement en guise de conclusion. Je prends un manuscrit qui est à l'Arsenal. C'est le manuscrit que vous voyez là. Dans ce manuscrit, c'est un recueil. Il y a 140 lettres de ces lettres de Voltaire à Damy Laville. La plupart, pas tous, sont des copies dans la main de Vanière. Et on trouve des manuscrits de toutes sortes. Il y a d'abord des billets courts. Là, par exemple, il dit et vous voyez, ça, c'est très clairement, c'est la main de Vanière. Et écre lymphe à la fin, écrase l'infâme. Et en plus, le rouge, qui normalement signifie que c'est passé par les éditeurs de Kehl. Et là, Voltaire dit à Damy Laville qu'il inclut dans cet envoi une lettre pour Diderot. C'est typiquement une sorte de lettre d'affaires. Ce billet n'est pas dans la correspondance littéraire, j'ai vérifié. Autre billet de la même façon, très court, qui finit avec écraser l'infâme, ce n'est pas dans la correspondance littéraire. Troisième billet, même chose, un billet qui n'est pas dans la correspondance littéraire, mais où il explique à Damy Laville qu'il inclut 2 lettres. C'est-à-dire qu'il se sert de Damy Laville comme facteur, en fait, comme bureau de poste. C'est une façon. Je pense que si on envoyait un courrier, Voltaire savait que son courrier était lu. Si on écrivait au bureau du XXe, je pense qu'il y avait peut-être moins de risques d'être lu parce que c'était un bureau officiel. Enfin, je l'ai lu, enfin, c'est possible. Ou peut-être c'est une question de frais de poste, mais il envoie des lettres à Diderot, à d'Alembert, par Damy Laville. Là, ces lettres sont parmi les lettres qui ne se trouvent pas dans la correspondance littéraire. Autre sorte, voilà une lettre beaucoup plus philosophique, toujours bien sûr dans la main de Vanière, toujours écre lymphe à la fin. Vous voyez dans ces copies, il n'a jamais Voltaire. L'écre lymphe devient la signature, curieusement. Le slogan remplace en quelque sorte la signature. Ici, c'est une lettre très philosophique au sujet de la tolération. Et c'est sur un ton très différent. Cette lettre a été copiée dans la correspondance littéraire. Autre lettre philosophique aussi, je passe c'est l'exemple pareil. Et dans certains cas, nous trouvons, vous voyez, le crayon rouge, le crayon en vert à monsieur Damy Laville, en rouge un chiffre. Tout ça, c'est les marques, je pense, des éditeurs de Kehl qui ont édité cette lettre. Même chose, une autre lettre dans ce recueil, toujours en vert, à Damy Laville, et toujours la main de Vanière. Ici même, il y a des choses qui ont été barrées. Dernier exemple, toujours les chiffres en rouge et en vert, une partie du texte qui a été barrée.
Pourquoi est-ce qu'il a c'est une question que je pourquoi est-ce qu'il y a un paragraphe qui est barré? Est-ce que ça veut dire que c'est un brouillon? C'est bizarre parce que nous sommes ici dans un recueil de copies fait au net. Je pense, je ne peux pas le prouver, que les passages barrés, ça a été barré, je pense, dans l'imprimerie. Je pense que ça fait par on sait que c'est passé par quel. Parfois, quels ont pris des décisions de supprimer des passages. Et donc, eux-mêmes, ils interviennent dans le texte du manuscrit. Tout ça, bien sûr, est à explorer, mais on voit des couches de texte. Alors, je suis fasciné par ce recueil manuscrit à l'Arsenal. J'ai passé plusieurs heures simplement à feuilleter et regarder. Ce sont des copies. Je pense qu'il est clair que Voltaire savait qu'une bonne partie de ses lettres, comme la lettre sur la tolérance, allait être publiée. Et il a gardé des copies. Pourquoi est-ce qu'il a gardé des copies? Peut-être parce qu'il pense que c'est des lettres importantes, mais il n'a pas systématiquement gardé des copies de tout ce qu'il a écrit. Loin de là. Et normalement, il ne gardait pas des copies. Il semblerait que dans le cas des lettres d'Ami Laville, il a fait exprès de garder des copies. Et pourquoi? Est-ce qu'il avait en vue l'idée de faire une œuvre épistolaire? Dans ce cas, le titre était déjà choisi. Il aurait appelé ça « Écraser l'infâme ». C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a là une sorte de... Là, je n'ai aucune preuve pour ça. Ah, c'est bien. Ce que j'ai, ça semble une proposition que je ne peux pas prouver. Mais est-ce que c'est possible qu'il a gardé des copies pour une publication ultérieure? Et dans ce cas, deuxième question, est-ce qu'on sait que ce texte, c'est une copie de Vanière, mais est-ce une copie fiable de ce qui était envoyé d'Ami Laville? Il faudrait comparer ça strictement avec... Ça, c'est le texte que nous connaissons parce que une partie de ces lettres nous viennent par l'édition de Kehl. Mais les éditeurs de Kehl ont fait des choses très bizarres. Ils ont fondu des lettres ensemble, ils ont mélangé beaucoup de choses, particulièrement dans le cas d'Ami Laville. Donc nos connaissances de cette tradition épistolaire est très faussée par les éditeurs de Kehl. Il y a quelque chose dans cette correspondance qui cloche. Et la personne qui l'a vu aussi, c'est Deloffre. Deloffre, quand il a fait son édition dans la Pléiade, il montre à plusieurs reprises que ce qui, dans l'édition de Kehl, semble être une lettre, est en réalité 2 ou 3 lettres qu'ils ont fondues ensemble. Et à un moment, dans une note de l'offre, il a marre de répéter toujours que les lettres sont trafiquées. Il dit, outre les raisons esthétiques qui peuvent expliquer ce genre d'amalgame, il veut dire dans l'édition de Kehl, il semble que les éditeurs de Kehl aient voulu dissimuler l'extraordinaire fréquence des lettres d'Adam et de la foule obsédante écraser l'infâme. Et c'est intéressant comme idée. C'est-à-dire que cette formule qui revient incessamment et qui finit par lasser est bizarre. Ça ne ressemble pas à une correspondance normale. Donc Kehl a supprimé très souvent le cas. Mais imaginons que les copies qu'avait Kehl n'étaient peut-être pas les lettres que Voltaire a envoyées. Quelle est la preuve que la copie faite par Vanière est fidèle à la copie envoyée d'Aimé Laville? On ne sait pas. Du moment où Voltaire a gardé systématiquement des copies, on peut se demander s'il a gardé des copies réécrites. Dernière question. Parfois, dans ce recueil à l'Arsenal, il est sûr qu'on voit parfois des lettres qui sont passées par la poste. Une ou deux fois, il s'agit de la lettre qui est passée par la poste, où il y a des plis, des traces de cire, etc. Parfois, ce sont des copies. Mais très souvent, les copies sont vraiment sans plis, parfaits, très bien écrits, parfaitement composés. Je me pose la question, quelle est la preuve que cette lettre n'a jamais été envoyée? C'est-à-dire, il y a 180 lettres à Damy Laville qui ne sont pas dans la correspondance littéraire. Alors, de ces 180 lettres, une partie, ce sont des lettres d'affaires, comme on vient de voir. Mais il se peut qu'un certain nombre de ces lettres sont des inventions, des essais, des lettres pour... Peut-être que certaines des lettres que nous connaissons dans l'édition de Westermann, comme envoyées à Damy Laville, sont simplement des copies pour une œuvre épistolaire que Voltaire a gardée à Ferney. On n'a pas la preuve qu'elles ont été envoyées par la poste. Enfin, ce que je dis là est quelque chose qui est complètement sans preuve, mais c'est vous dire que quand on regarde les manuscrits de Voltaire, on finit par ne plus rien comprendre. Alors j'ai pris le Dali parce que c'est le Dali où parfois vous voyez Voltaire et parfois vous ne voyez que deux religieuses. Mais en fait,
Je pense que l'avantage de... je pense un tableau très laid, mais j'aime beaucoup le jeu d'esprit. Mais je vais conclure, j'étais trop long, mais je conclus. Même la Poste française a reconnu que Voltaire n'est pas très fiable parce qu'il écrit 2 lettres avec 2 mains et 2 plumes. Et je me demande s'il n'est pas en train, avec la main gauche, d'écrire une lettre, avec la main droite, de trafiquer, de falsifier sa propre lettre. Mais ce que je voulais montrer, j'ai commencé par dire que le défi critique pour la correspondance littéraire, c'est de comprendre que finalement, c'est un piège que Voltaire tend à nous. Il voudrait qu'on croie dans un certain mythe de Voltaire. Il a compris très vite, je pense à Antoine Lilti qui vient de publier son très beau livre sur la célébrité, où le premier chapitre est sur justement Voltaire. Voltaire a compris que l'épistolet est une arme très puissante en fait pour marcher sa célébrité. Et je pense qu'on peut, à partir de... Je pense qu'on n'a pas encore découvert tous les pièges qui existent dans cette correspondance. Et je pense qu'à partir simplement de l'édition imprimée de Westermann, aussi magnifique soit-elle, on ne peut pas tout comprendre. Et je pense qu'on peut imaginer refaire l'étude de lettres de Voltaire à partir des objets matériaux et que ça pourrait peut-être à la longue changer beaucoup notre vision de cet objet. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour cette conférence qui, je crois, change beaucoup de choses. Alors, travailler en génétique des textes, c'est avoir affaire à des textes qui bougent ou les remettre en mouvement justement à l'aide des manuscrits. Et c'est ce que tu as fait, y compris des œuvres qui semblent parfois très, très stables, enfin qui sont des monuments. La correspondance de Voltaire, c'est effectivement un monument. Alors, tu nous as montré en même temps que c'est un monument, mais construit sur du sable aussi, hein, presque sur des sables mouvants parfois. Et que ces manuscrits sont d'une redoutable complexité, enfin, leur statut change. Donc voilà, là, il y a un immense chantier qui est ouvert pour les voltairiens. Donc je vais maintenant passer la parole à la salle. Je suis sûre qu'il y aura de nombreuses questions. Merci. Pardon, qui est ce Daminaville? Daminaville, c'est un monsieur, un petit philosophe en quelque sorte. Il n'était pas très, très érudit, mais il était bien placé à Paris. Il avait un réseau où il connaissait Diderot, il connaissait Madame d'Épinay, donc il était très bien placé, mais c'était un fonctionnaire. Il a écrit 2-3 articles dans l'encyclopédie sur population et sur le 20e. Il travaillait dans le bureau du 20e, il a fait l'article 20e pour l'encyclopédie. Quand il est mort jeune d'un affreux cancer de gorge, et dans la construction littéraire, il y a une notice nécrologique qui est assez sec, en disant que plus ou moins, j'oublie ça, mais je cite de mémoire, mais que c'est un homme brave, mais pas très intelligent. En gros, c'est ça, Christian, en gros, c'est ça, oui. Oui. Donc, un homme qui était très utile à Voltaire, parce que, grâce à son réseau épistolaire, après tout, après l'affaire Calas, Voltaire est très célèbre, mais dans un sens très isolé. Il est au château de Ferney, il est loin de Paris. Il avait besoin d'avoir quelqu'un pour relayer la bonne parole. Et donc, Daminaville a été très utile. Mais il n'aurait jamais, quand on pense aux belles lettres philosophiques sur la tolérance, il n'aurait pas envoyé de si belles lettres simplement à Daminaville. C'est un prétexte, il me semble, non? Enfin, ça doit être un prétexte, en quelque sorte. Ceci dit, Daminaville, il avait quand même des amis, il a dû avoir quelques charmes, il avait quand même des amis comme Diderot, comme Madame d'Épinay. Mais il y a un biographe récent, anglais, Ian Davidson, écrit dans sa biographie que Daminaville était l'ami le plus cher, le plus proche à Voltaire. C'est bête, enfin c'est faux. Il a mal lu les lettres. Il n'a pas compris l'aspect rhétorique de cette correspondance. C'était donc pas un ami intime? Non, non. Ils se sont rencontrés. Et Voltaire essaie, quand il devient très malade, Voltaire essaie, il lui envoie Tronchin, le médecin dans la vallée, pour le soigner, mais le cancer est trop avancé. Donc,
Honnêtement, je pense que Voltaire l'exploitait. Enfin, c'est une amitié de convenance. Non? Est-ce que je suis trop dur? Non. Je pense que les lettres d'Amy Laville, pardon, je pense que beaucoup de lettres d'Amy Laville étaient lues par Diderot. Elles étaient faites pour être lues par Diderot. Donc, il y a faux destinataire, si l'on peut dire, ou double destinataire. Alors, dans ce cas-là, les belles lettres philosophiques s'expliquent autrement. Oui, c'est ça. Je pense aussi. Oui. Parce que il est sûr, on a toute une présence de Diderot, présence allusive de Diderot dans la correspondance deAmy Laville. Oui. Et puis entre Voltaire et Diderot, ils sont amis, mais ça ne va pas. Il y a un problème. Diderot écrit très peu à Voltaire, ce qui frustre beaucoup Voltaire. Donc en fait,Amy Laville devient le tiers-homme qui permet une communication entre Voltaire et Diderot sans lettre directe. Mais peut-être pas uniquement Diderot, parce qu'il connaît aussi Madame. Il y a un réseau, il connaît Grimm aussi. Madame d'Épinay. Il y a une belle lettre que je n'ai pas citée de Voltaire à Madame d'Épinay où il lui envoie une œuvre, il vient un petit pamphlet. Il dit, et à la fin, il dit d'un ton très négligé, si vous trouvez que c'est utile pour la bonne cause, virgule, vous avez des secrétaires. C'est l'invitation à faire des copies. Vous avez des secrétaires. Merci beaucoup pour votre communication. J'aurais voulu vous poser une question sur la publication en hollandais des 8 lettres de Voltaire. J'aurais voulu savoir si les lettres ont été traduites vers l'hollandais directement du français. Parce que vous avez bonne question. Parce que vous avez dit qu'un collègue à vous a traduit de l'hollandais à l'anglais ces lettres. Est-ce que vous avez pu remarquer des différences? Parce que vous avez tracé 5 d'entre elles au moins, l'original. Donc, est-ce que vous avez vu des différences entre cette traduction, j'imagine informelle, en anglais, qui est traduite de l'hollandais, et de l'original en français? C'est une très bonne question. Et j'avoue que, comme moi-même je ne lis pas l'hollandais, je dépendais aussi de lui, donc ça devient un peu tordu. Je n'ai pas vu des différences surprenantes. Donc, et c'est parfaitement plausible qu'une lettre française ait été envoyée aux Pays-Bas, étant donné les moyens de communication pour l'édition, etc. C'est parfaitement plausible. Mais on ne peut pas exclure que c'est une lettre qui est dans la presse anglaise, par exemple, et qu'ils aient traduit ça de l'anglais. Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est très difficile parce que ce qui arrive maintenant, c'est qu'on commence à mettre en ligne, on commence à faire des bases de données de la presse provinciale, hollandaise, anglaise, française. Et c'est la grande découverte. Le British Library à Londres a fait une très très belle base de données de toute pas toute, mais une grande partie de la presse provinciale anglaise au XVIIIe siècle. Alors, on cherche Voltaire dans cette base de données, on est complètement bouleversé par le nombre de résultats. Voltaire était partout dans la presse au XVIIIe siècle. C'est la célébrité dont parle Antoine Lilti, mais comme on ne le soupçonnait pas. Et des textes, un texte comme le Sermon du rabbin Akib, est republié en traduction anglaise dans des petites gazettes de province en Angleterre. Très souvent en se recopiant. Donc, je n'ai pas la preuve, mais je peux imaginer qu'il y a des choses recopiées même de l'Angleterre aux Pays-Bas. Ce n'est pas impossible. Je voudrais juste insister sur l'importance de cette base de données parce que, par exemple, moi j'ai travaillé sur une féministe anglaise de la période victorienne avec un nom de famille français parce qu'elle était mariée à un Français. Et ça m'a permis, donc, vous pouvez chercher par mots-clés, donc j'ai mis juste le mot Bodichon, c'est un nom français très rare. J'ai trouvé comment elle, en tant que peintre et féministe, a été revue dans la presse locale. Donc c'est vraiment un outil de recherche très, très utile pour évaluer l'impact de ces écrits féministes, de ces peintures. Donc j'insiste sur cette base de données, elle est très utile pour les chercheurs. C'est une recherche qu'on n'aurait pas jamais pu faire autrement. C'est vraiment c'est étonnant.
Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je trouve que vous avez très bien montré le passage donc, de l'original à la transcription, tout ce qui peut se passer, et aux différentes transcriptions. Et donc la différence, finalement, entre l'approche génétique et l'approche éditoriale, qui est très différente, quel que soit le projet d'édition, et surtout sur un genre de corpus donc bien identifié, puisqu'il ne s'agit que de la correspondance. Et donc l'approche éditoriale qui interprète, qui fragmente, qui élimine, etc. Et donc là, j'ai apprécié que vous disiez, que vous fassiez remarquer la dimension méta de... Effectivement, il y a l'édition et il y a la méta-édition qui apparaît là. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et par ailleurs, donc en tout cas, qui peut être repris pour d'autres types de corpus et en génétique. Et autre chose, j'étais frappée par dans votre première partie, vous montriez comment Voltaire avait horreur du vide et remplissait les vides. Et nous, avec quelques-uns qui travaillons sur les manuscrits de linguistes, et en particulier de Saussure, Saussure, lui, laisse des blancs. Et donc, donc le blanc oblige le généticien à essayer de remplir en fonction de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Et là, au contraire, le blanc est rempli. Donc, j'ai trouvé ça... C'était une remarque. Mais je pense que la question de l'édition critique est intéressante parce que une bonne édition critique devrait prendre en compte, après tout, l'aspect génétique. Je ne poserai pas édition critique et génétique, mais je pense que le problème avec normalement, avec une correspondance plus normale, on a normalement les originaux et puis plus ou moins voilà tout. Donc on édite les lettres, c'est pas compliqué. Dans le cas de Voltaire, je pense que le problème c'est qu'il a autant de copies, de statuts tellement divers. Et puis, même Berstermann, qui a fait un boulot, qui a passé une bonne partie de sa vie là-dessus, il n'a pas commencé à partir de zéro. Il a eu déjà avant lui les éditions du XIXe siècle. Alors, dans son travail, il a fait des ajouts. Il a trouvé de nouvelles lettres. Il n'a pas... Bon, dans une certaine mesure, il a réédité, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'avec un corpus de 16 000 lettres et plus, c'est énorme. Et en plus, on n'a jamais les 16 000 manuscrits dans un endroit. Donc on est toujours obligé de dépendre des éditeurs précédents qui ont eu des critères d'édition très différents. Donc c'est facile pour moi, j'arrive avec un manuscrit, je peux critiquer un autre. Bien sûr, je ne critique pas Berstermann, c'est évident. Mais je pense qu'il n'a pas eu l'idée de... Même quand il dit pour une lettre comme cette très belle lettre à Tronchin, il dit 12 copies contemporaines, comme si c'est pas sans intérêt. Et en fait, il n'a même pas trouvé l'original en réalité. C'est dans la rue de l'Odéon, toujours en vente. Mais en réalité, les copies m'intéressent autant que l'original, parce que je veux savoir pourquoi on l'a copié, à quel moment, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a d'autres marques sur les copies. Enfin, on pourrait faire une édition critique de cette seule lettre. Enfin, j'ai envie de le faire. Ce serait c'est pas une thèse de doctorat, ce serait un mémoire, une maîtrise, si quelqu'un s'intéresse. Non, mais sincèrement, on pourrait prendre les 12 manuscrits pour essayer de comprendre les relations dans cette lettre. Donc, il faudrait imaginer de faire une édition critique qui prend en compte les variantes. Je pense que Berstermann a été dans la perspective de dire, bon, du moment où nous avons la lettre originale, ça suffit. Et puis, on note les copies, mais sans importance. Mais ce n'est pas satisfaisant dans le cas de Voltaire, il me semble. Oui, en tout cas, ça montre que l'édition est toujours... Toute entreprise éditoriale est une interprétation. Oui, et Berstermann interprète très fermement dès le départ. Oui, c'est ça. Juste un mot à propos de la lettre écrite, enfin le petit mot écrit au dos d'une carte à jouer. Oui. Je ne sais pas si vous savez que Claire Bustaré, qui était responsable de l'équipe de codicologie de l'ITEM, a écrit un article sur le sujet, sur les cartes à jouer et le fait que on a continué à utiliser le dos des cartes à jouer jusqu'au début du XXe siècle.
Les dames, j'ai lu justement dans Les souvenirs de Madame de Pange, comment j'ai vécu le 1900. Elle raconte comment ils vont déposer des cartes chez les dames, on cornait les cartes, et ils utilisaient des cartes à jouer. Ah oui, enfin, les dames utilisaient. Je sais qu'il y a des études, et puis dans le cas de Rousseau, il se sert de la carte à jouer pour faire ce sont des ajouts, c'est sur les rêveries, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais il a plus à faire sur Voltaire, son emploi de la carte, je pense. Bonjour. Les autres citations de Voltaire dans sa lettre, ce sont des autres citations explicites ou implicites? Et comment ça marche dans la les lettre? autres citations explicites. Autres citations. Non, enfin, je pense toujours explicite. J'ai écrit à Madame Denis et puis un paragraphe. Mais la citation, oui, je pense que c'est toujours explicite. Et c'est ce qui est intéressant parce que l'autocitation ailleurs dans l'œuvre de Voltaire est souvent implicite. Enfin, les deux, on trouve les deux, n'est-ce pas? Mais dans le cas de la correspondance, je pense que c'est explicite. Oui. Il aime beaucoup citer ses lettres à Catherine II, à Frédéric. Et peut-être dans l'autre sens aussi. Mais il y a au moins une lettre de Voltaire à Madame Denis que nous ne connaissons que par la citation qui se trouve dans une lettre d'Alembert. On n'a pas l'original, ou peut-être c'est toujours dans les mains de la famille, ça c'est possible. Mais pour l'instant, on ne connaît que la citation ailleurs. Donc ce qui suggère aussi, quand on y pense, même le fait de citer, ça présuppose qu'on a des copies sous la main. Quand on pense au rythme, il travaille comme un fou. Enfin, il est graphomane, il écrit tout le temps. Pour se citer, il faut avoir un système quand même. Hein. Il faut soit avoir fait des copies à l'avance, soit on fait les deux lettres en même temps. Ça, c'est intéressant au niveau de... C'est un travail supplémentaire pour le secrétaire, finalement. Et dans le cas où nous avons la lettre à Frédéric et la lettre à Catherine, je pense un exemple, l'autocitation est exacte. C'est Vanière peut-être qui faisait le travail. Et puis il y a un autre, je n'ai pas parlé d'un autre cas de figure qui est les personnages plus obscurs qui aiment citer des extraits des lettres de Voltaire quand ils s'écrivent entre eux. Alors vous trouvez par exemple Séguier, qui est un botaniste à Nîmes, qui a eu une correspondance énorme, qui existe toujours dans la bibliothèque à Nîmes. Et à Nîmes, ils sont en train de publier une série d'éditions de ses écrits. Séguier écrit à Lebeau, qui est un chimiste, je pense. Lebeau reste à Nîmes. Séguier, il va à Paris, il vient à Londres, il va en Italie. Et il écrit toujours à son ami à Nîmes. Mais il connaît Voltaire à Paris juste avant le moment de la publication des lettres philosophiques, au début des années 30. Et chaque fois qu'il a un petit mot de Voltaire, il connaît Voltaire assez bien pour dîner avec lui. Et quand il peut avoir quelque chose sur Voltaire, il le recopie dans les lettres à son ami. Donc Jean-Baptiste Rousseau fait une lettre vache contre Voltaire. Il dit à son ami, je vais vous trouver cette lettre qui court et la prochaine fois, je vous la copie. Et dans la prochaine lettre, il inclut une copie de la lettre. Donc, dès les années 30, les lettres de Voltaire, ou à propos de Voltaire, deviennent des objets culturels qui ont une certaine parfum qui sont attirants parce que c'est un peu dangereux, c'est difficile à trouver, mais pourtant on les trouve. Enfin, les lettres de Voltaire deviennent très vite des objets culturels finalement. D'où la complexité de les éditer. Pierre. Oui, je voudrais savoir si, au fond, il peut y avoir une édition idéale et quelle elle pourrait être de la correspondance de Voltaire. Non, je ne pense pas. Mais même, je pense même l'idée de l'idéal, ça faux parce que ça serait tellement contraignant. Mais je pense qu'entre ce qui existe et l'idéal, on peut essayer de trouver un compromis. Donc, par exemple, l'idée de
d'ajouter des images de manuscrits à Electronic Enlightenment, ça, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est faisable. Encore, c'est très jeune, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut ajouter des images et tout de suite, au moins, ça changerait chaque fois qu'on consulterait une lettre dans la base de données. Si on pouvait voir, et pourquoi pas mettre les copies aussi. C'est notre projet de doctorant. J'ai ça m'a besoin de doctorant pour 2-3 ans et on peut faire ça. Mais ce serait passionnant de prendre la lettre à tranchant, de numériser les manuscrits différents. Et dans un premier temps, on n'a même pas besoin de faire l'édition critique. Il suffirait de rassembler les manuscrits et puis les gens pourraient lire ça après. J'ai fait ça de façon très minimale. J'ai travaillé dans les fonds de the New York Public Library, où ils avaient un donateur qui avait donné de l'argent pour acheter des lettres de Voltaire. Et j'ai pu éditer les lettres et ils avaient fait des images scannées absolument parfaites d'une quinzaine de lettres de Voltaire. Le donateur avait donné tout l'argent qu'il fallait. Alors après, j'ai dit, est-ce que vous pourrez me donner les scans de ces lettres pour mettre dans Electronic Enlightenment? Ils ont dit, oui, bien sûr. Je les ai eus par retour du courrier. Donc, il y a 15 lettres dans Electronic Enlightenment où vous avez droit à avoir non seulement le manuscrit, mais un manuscrit absolument haut de gamme, où on peut agrandir. Et c'est très, très bien pour l'enseignement du manuscrit. Parce que, vous savez, la chose, quand il y a quelque chose qui est un peu illisible, dès que vous agrandissez, il y a un moment où ça devient lisible. Et on pourrait faire ça peut-être un séminaire pratique un jour. On fera ça en ligne avec un ordinateur. Mais c'est parfait. Il y a une lettre très célèbre de Voltaire à Pope. Voltaire écrit en anglais au grand poète Pope. Pope a un accident de cheval. Il est tombé dans l'eau. Le jeune Voltaire, un peu imbu de lui-même, écrit au grand poète anglais pour dire « J'espère que cette eau n'a pas... c'est une lettre où il fait plein d'allusions classiques, etc. Bestaman fait une note de 10 lignes pour dire qu'il n'est pas très sûr si la lettre a été envoyée en septembre ou octobre 1726 ou 7. J'ai eu le manuscrit entre mes mains à New York. On tourne la chose recto verso, et sur le verso, il y a le tampon de la poste londonienne. Et c'est le 7 octobre. Il suffit de voir le tampon de poste pour dater la lettre. Donc maintenant, peut-être un jour, on va faire un séminaire ensemble. Et cette illustration est en ligne à partir de New York. Donc on peut prendre la lettre, on peut lire la note de Bestaman qui dit qu'on ne peut pas dater cette lettre, et puis on peut aller directement sur l'image de la lettre et on peut voir le tampon de poste. Qui résout la question. Donc, édition idéale, non, mais je pense qu'à force d'ajouter l'objet matériel dans un premier temps, ça changerait énormément. Et puis les éditions suivraient après. L'autre chose, le problème c'est 16 000 lettres, c'est trop. L'autre chose serait de prendre une correspondance croisée, comme d'Ami Laville par exemple, et simplement de faire une édition critique de cette correspondance, comme Deloffre a fait avec Madame de Bentinck, par exemple. C'est une très bonne édition. Mais idéal, non. Mais on peut faire mieux. C'est Voltaire qui a fait connaître le proverbe italien, qu'est-ce que c'est? L'excellence est l'ennemi du bon. Je cite mal, mais c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, d'après les dictionnaires, voilà, grazie. Alors, d'après les dictionnaires, c'est Voltaire qui a fait passer l'italien en français. Et je pense que c'est un très bon slogan pour faire les œuvres complètes de Voltaire, parce qu'il faut les sortir, il faut être aussi bon qu'on peut, mais l'ultra parfait est un peu stérilisant parfois. Oui. Je voulais tout simplement dire que le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est Euripide qui le dit. C'est qui? Euripide. Ah, très bien, je ne savais pas. Oui. Il paraît que d'abord, c'est devenu un proverbe en italien, après Euripide. Il est devenu un proverbe très répandu en italien. Et d'après un dictionnaire que j'ai consulté plus, Voltaire le cite très très souvent en français. On attribue à Voltaire le passage de l'italien au français.
Pardon. Oui, en vous entendant et en entendant certaines autres... le micro sert à quelque chose ou pas? Oui. Et en entendant certaines autres interventions, je me demande s'il n'y a pas un sujet sur qui est vraiment Damy Laville. Ou, comme on dirait en américain, what business was he really in? Parce qu'il est un des très grands correspondants de Voltaire, c'est le plus grand correspondant de Diderot après Grimm. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas d'autres personnes qui l'utilisent comme une espèce de plateforme ou de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il faisait de l'édition? Est-ce qu'il faisait de la diffusion? Est-ce que c'était le Jean Paulhan secret de son époque? Je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là. Est-ce qu'il reste des archives? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il a eu, il a été au centre d'un réseau absolument remarquable. Donc il a dû avoir quelque chose pour être respecté par Diderot, par Grimm, par Madame d'Épinay. Et pourtant, son poste au bureau du 20e était modeste. Il n'était même pas le directeur, il a été refusé à la direction. Oui, mais comme vous dites, il y a peut-être quelque chose au-delà de l'homme lui-même, dans l'intention de ceux qui lui envoient des lettres. Il a publié au moins 2 articles dans l'encyclopédie, donc il a une petite production littéraire. Il a visité Voltaire à Ferney, n'est-ce pas? D'Alembert le connaissait bien. Oui. Parce qu'en plus, il y a aussi l'autre problème avec un réseau épistolaire, c'est que quand les gens sont ensemble et se voient tout le temps, et sont en relation assez régulière, ils ne s'écrivent pas. On s'écrit quand on est un peu isolé à Ferney et on est loin de Paris. Donc, pour bien comprendre le réseau d'Amy Laville, j'imagine que tout n'est pas épistolaire. J'imagine qu'en partie, ça reposait sur des relations personnelles de gens qui se voyaient dans un salon, même dans un contexte domestique. Donc, c'est difficile à... Quand les gens reconstruisent les réseaux épistolaires, Dan Edelstein à Stanford a fait beaucoup dans une équipe pour reconstruire des réseaux. Il en a parlé à Rotterdam, à la CIEDS, en juillet. Et c'est très impressionnant ce qu'il fait. Et même il a des méthodes informatiques pour analyser les réseaux. Mais il y a toujours ce problème que quand les gens sont vraiment ensemble, ils ne s'écrivent pas. Donc il y a un réseau épistolier montre va jusqu'à un certain point, mais pas au-delà, me semble. Et donc à l'intérieur de Paris était quand même un petit monde au XVIIIe siècle. Les gens ne s'écrivaient rarement. Merci, nous allons lever la séance. Non, ça n'est pas terminé. On va se retrouver autour d'un verre de champagne au rez-de-chaussée, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci pour les questions.